Alors bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Aujourd'hui on embarque dans le monde des médecines douces validées par la science ou encore appelées INM pour intervention non médicamenteuse avec une personne qu'on ne présente plus dans le milieu. J'ai bien nommé Grégory Nino. Alors Grégory, professeur à l'Université de Montpellier, directeur adjoint de l'Institut DEPRE d'épidémiologie et de santé publique, chargé de recherche sur les soins de support à l'Institut Cancer de Montpellier. Grégory a fondé et dirigé la plateforme universitaire collaborative CEPS, devenue depuis 2021 la Société savante internationale Non-Pharmacological Intervention Society, la NPIS. Bref, sachez qu'on va parler santé, bien-être, INM. Aujourd'hui, alors sois le bienvenu Grégory, comment te sens-tu ? Très bien, merci de l'invitation. Je t'en prie, nous on est très heureux de te recevoir en fait chez nous, dans nos locaux, dans nos nouveaux locaux Canopiens. Tout d'abord, on aime bien poser cette question chez Canopy dans notre podcast. Qui es-tu Grégory, vu par Grégory ? Je suis un professeur d'université, je suis un chercheur en santé. Je pense que me qualifier autrement qu'un chercheur passionné par la santé et sur effectivement comment on peut appréhender de façon biopsychosociale la santé. Et effectivement, ça fait plus de 30 ans désormais que je fais de la recherche dans ce domaine. Ok, waouh, 30 ans déjà, Et oui. ça passe vite. Et les INM, donc qu'est-ce que c'est que les INM ? Intervention non médicamenteuse. Ce mot est un peu bizarre, hein, en fait. Intervention non médicamenteuse, il est négatif parce qu'il est non quelque chose. Il est lié sur le médicament, il a l'air de dire que c'est un anti-médicament. Pas du tout, en fait. C'est la Haute Autorité de Santé en 2011 qui dit il faut qu'on appelle des pratiques psychosociales, des pratiques physiques et des pratiques nutritionnelles, des INM, des interventions non médicamenteuses. Et en fait, depuis 1975, des chercheurs étudiaient des psychothérapies, des régimes, étudiaient des méthodes de thérapie manuelle, des méthodes de kinésithérapie, des programmes d'activité physique adaptée, etc. etc. Ouais. Et tout ça, en fait, était pas forcément connu sur la même appellation. Et comme la santé était fabriquée en silos, chacun travaillait dans son sillon, en fait, mais sans avoir une vision un petit peu plus générale de ces pratiques de santé. Et aujourd'hui, effectivement, c'est devenu quelque chose de plus en plus courant, et un peu comme j'ai l'habitude de le dire, mais que RATP ou RER, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais on appelle effectivement ces pratiques de santé fondées sur des données probantes des INM. Ok, et on voit qu'il y a un vrai changement là depuis j'ai envie de dire presque la Covid, mais 2023 a été un tournant pour la NPIS avec une participation devant le Sénat et présenter un certain nombre de choses. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Je crois que tu l'as très bien dit. Je crois que la Covid a été un moment clé où effectivement on s'est rendu compte que peut-être la vision qu'on avait de la santé et la vision qu'on avait de la médecine était strictement, on va dire, hospitalo-centrée et centrée sur le médicament. Et on s'est aperçu, et je pense que les Français l'ont vu et l'ont testé, qu'une des meilleures réponses contre la Covid a été un masque et des règles hygiéno-diététiques montrant qu'on pouvait éviter dans des espaces confinés, j'insiste là-dessus, et que beaucoup d'études avaient pu le démontrer, qu'effectivement, des interventions non médicamenteuses, et cette intervention non médicamenteuse était efficace non pas pour guérir une fois qu'on avait le virus, mais au moins prévenir. Et donc, on est là dans une révolution où, effectivement, des interventions non médicamenteuses en prévention ou potentiellement aussi en traitement complémentaires, et on va peut-être en parler aujourd'hui, mais où effectivement elles deviennent tout à fait pertinentes, utiles, et donc il y a beaucoup de Français, beaucoup de Françaises qui vont chercher sur Internet un petit peu partout des solutions qui peuvent leur amener un bien-être, une meilleure santé, mais potentiellement aussi une qualité de vie et d'autres éléments qui sont tout à fait positifs, comme l'autonomie. Ouais. Et c'est vrai qu'on parle de bien-être maintenant, et c'est vrai que la santé fait partie des piliers du bien-être quelque part. Et on va aller de plus en plus dans ce sens. On parle de qualité de vie et des conditions de travail également. On en parlait il y a quelques minutes où justement les entreprises s'ouvrent davantage, les mutuelles s'ouvrent aussi davantage, mais ils ont besoin de sécurité. Et d'où l'importance des INM, parce que c'est bien qu'on sait qu'il y a plein de pratiques de médecine dite complémentaire, médecine douce ou peu importe comment on les appelle, mais les INM en fait c'est validé scientifiquement. C'est ça, hein ?
Je crois que c'est très important d'avoir effectivement quelque chose de beaucoup plus précis lorsqu'on essaye d'évoquer ce mot médecine douce qui est une éponge conceptuelle et sur lequel on mélange absolument tout. On mélange des pratiques traditionnelles ou dites traditionnelles comme la médecine chinoise, sur lequel il y a des pratiques de diagnostic spécifiques sur lequel on est hors de la médecine dite occidentale ou conventionnelle. La stagnation du qi du foie, c'est un diagnostic alternatif à la médecine conventionnelle, sur lequel potentiellement il peut y avoir des traitements liés à cette pratique qui sont différentes. Et quand on va évoquer un problème comme une anxiété chez un salarié ou chez un chef d'entreprise sur lequel il y a un stress chronique et qui devient effectivement tout d'un coup identifié médicalement, il peut y avoir des solutions qui vont être proposées. Et souvent, on a mélangé ce qui relève du diagnostic, du bilan, et ce qui relève de la solution. Et l'intervention non médicamenteuse n'est qu'une solution d'un problème qui a été identifié en amont. Et le deuxième problème, c'est la notion de bien-être, qui tout d'un coup peut être assez ambiguë si on va parler d'un divertissement. Tout peut devenir un vecteur de bien-être. Et en quoi et comment un professionnel de la santé va imposer finalement à quelqu'un de dire vous devez faire cette pratique, et on va parler de pratique de méditation ainsi de suite, et sur lequel quasiment on a une emprise psychologique et on peut gêner des gens qui n'ont pas envie de ces pratiques. Donc je pense qu'il faut avoir un petit peu raison garder sur les mots qu'on emploie. Il y a une partie de bien-être, de divertissement, et que on écoute sa plateforme favorite, on en parlait tout à l'heure d'un podcast, ou de faire de la peinture, ou de danser, ou de faire du kitesurf, ou n'importe quelle pratique d'activité physique. On est dans une pratique de bien-être pour soi intéressante, mais avec une grande liberté de choix. Et il faut qu'on garde cette liberté de choix. Et à des moments, quand on a identifié un problème de santé qui est significatif et sur lequel la personne est prête à s'engager, là, potentiellement, effectivement, une INM peut avoir un impact significatif. Ok. Et à partir de quel moment, en fait, on dit que c'est une INM quel est le process pour valider justement une INM? Alors, c'était un vaste sujet. Ça fait plus de 12 ans qu'on y travaille en disant le gros problème, c'est que la HAS a lancé donc ce rapport en 2011 en disant en France, on doit appeler ces pratiques des interventions non médicamenteuses et elles doivent être évaluées. Et derrière ce mot, le process d'évaluation n'a pas été identifié extrêmement clairement. Et donc dans le document, il disait il faut les évaluer comme des médicaments. L'inconvénient, c'est que les évaluer comme les médicaments, comment voulez-vous avoir, quand vous prenez un essai randomisé contrôlé pour tester un médicament sur lequel le patient ne sait pas s'il prend la molécule ou s'il prend un placebo, comment voulez-vous pour une psychothérapie dire « Ah ben désolé, vous n'êtes pas au courant que vous faites une psychothérapie ou que vous faites une thérapie manuelle ou un programme d'activité physique ». Ça ne marchait pas. Et donc, on a travaillé avec notamment un de mes doctorants qui était médecin généraliste à inventorier l'ensemble des modèles d'évaluation, puisqu'il n'en existe qu'un dans le médicament. On pensait qu'il n'y en aurait éventuellement que quelques-uns et qu'on pourrait avoir une cohérence. Et en fait, il y en a eu 46. En avril 2019, on publie un papier qui montre qu'il y a 46 modèles, 46 façons de faire. Et donc, comme c'est énorme et comme finalement il va y avoir plein de débats scientifiques, on n'arrivait pas à avoir une cohérence. Et chacun disant, mais moi, mon INM fonctionne, mais non, mais moi, je veux faire selon ce modèle-là, etc. Et donc, cette cacophonie a amené beaucoup de difficultés. Et on s'est dit qu'avec la plateforme qu'on avait créée en 2011 à Montpellier, plateforme universitaire CEPS, tu l'as dit, est-ce qu'on peut véritablement arriver à aller plus loin ? Et la plateforme n'a pas suffi, et on a transformé la plateforme en société savante pour avoir effectivement des échanges avec les autorités de santé françaises et puis plus largement, et en disant, est-ce qu'il n'est pas temps de co-construire finalement un modèle
unique, standardisé d'évaluation des interventions non médicamenteuses. Et donc ça veut dire simplement qu'il y a des pratiques aujourd'hui qui ne sont pas encore validées selon ce modèle et des pratiques qui sont validées selon ce modèle et sur lesquelles on va pouvoir fabriquer finalement une bibliothèque des interventions non médicamenteuses. Et mon livre de 2020 là, en parle. On en a plusieurs, hein. On a les 100 médecines douces validées par la science. Et puis le guide, les INM, alors ça c'est peut-être un peu plus pour les pros, oui, c'est ça. mais ouais, n'hésite pas à nous en parler. Ouais, ça, ce livre en fait dit simplement, le 2019 chez Duno dit on peut tout à fait arriver à avoir une démarche commune, et c'était le lancement en fait de cette réflexion pour co-construire un modèle d'évaluation. Et ensuite le livre chez Belin dit effectivement on peut arriver à identifier des médecines douces qui étaient dites finalement pour parfois certains ésotériques, pas validés, ainsi de suite. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de méthodes qui ont été extrêmement bien validées, des programmes d'ETP, des programmes de thérapie manuelle qui sont extrêmement bien consolidés et sur lesquels on avait l'impression que tout ça était ésotérique. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement aujourd'hui de fabriquer une bibliothèque géante qui permettrait à la disposition des professionnels de la santé et peut-être sur des espaces numériques en tout cas, mais de pouvoir mieux les connaître et potentiellement de mieux les tracer quand elles sont proposées et potentiellement aussi de mieux les rembourser quels que soient les endroits où elles vont être délivrées. Oui, exactement. En termes de peut-être de remboursement là-dessus, un sujet ô combien important parce que on est quand même dans la prévention. Si on prend de la hauteur, on se dit mais ouais, si on prévient les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, type Alzheimer, Parkinson, même sur le cardiovasculaire, voilà, le fait de pouvoir faire de l'activité physique, bref, tout un tas de choses comme ça. On se dit qu'en fait l'État a tout a y gagné en fait d'aller dans ce sens. Je pense au coach APA qui notamment et pourtant c'est compliqué de faire passer le message. Comment tu examines tout ça et puis si je puis dire et puis quelle est la suite quelque part sur ce volet? Ce sujet-là est extrêmement compliqué parce qu'il aborde plusieurs aspects, des aspects qui sont d'ordre culturel. Au siècle dernier, tu es trop jeune pour l'avoir vécu, mais moi je l'ai vécu, on nous a fait penser que le médicament, les thérapies génétiques, donc la thérapie génique en particulier, allait traiter et finalement toutes les maladies, et c'est inspiré de la philosophie de Claude Bernard, un problème physiopathologique, un mécanisme d'action et un vecteur biologique pour traiter ce problème biologique et on va le guérir. Et effectivement, au siècle dernier, ont été trouvés les traitements de masse absolument remarquables, mais qui a fait penser tout simplement qu'on arriverait à guérir toutes les maladies et qu'au XXIe siècle, on aurait une pilule magique. Donc, ils nous ont mis dans la tête à juste titre qu'on pouvait y arriver parce qu'il y avait des exemples, mais on les a extrapolés à toutes les maladies et on se rend compte aujourd'hui que ces maladies ne sont pas traitées de la bonne façon parce qu'elles stabilisent souvent, et on va parler du diabète. On ne guérit pas du diabète de type 2, mais par contre on peut le stabiliser avec des médicaments. On ne guérit pas de certaines maladies cardiaques, mais on les stabilise, et évidemment plein de maladies. Et donc tout l'enjeu est de dire que ces maladies étant d'origine biopsychosociale, parce que c'est pas uniquement que mes gènes qui conduisent à des maladies, mais c'est aussi mes comportements, c'est aussi les problématiques sociales, c'est la pression des entreprises, c'est la pression de beaucoup de choses, c'est des problèmes environnementaux qui vont se poser. Finalement, on imagine que c'est une solution multiple, que c'est une solution unique, pardon, et que non, ce sont des solutions multiples. Donc aujourd'hui, les maladies sont complexes et nécessitent des solutions multiples. Alors ça, c'est juste une raison. La deuxième raison, mais on pourrait en évoquer plein, encore une fois, mes livres le décrivent, mais l'idée que notre système de santé a été fabriqué par Napoléon, il faut bien le voir, avec des hôpitaux. Et dans la Covid, on l'a très bien vu, le président de la République, Emmanuel Macron, en disant on doit faire la guerre contre un virus. Il fait les mots sont durs, quand même, exactement. Et il fait une émission à la télé aux 20h en disant, devant un hôpital militaire, en disant que la seule solution pour lutter contre un virus, c'est le médicament. Et c'est un vrai symbole de notre système de santé
qui est pensé pour les maladies graves, dans les situations d'urgence, c'est-à-dire à la fin, mais sans penser à ce que tu as évoqué en disant il faut penser à la prévention. Donc, ce n'est pas qu'un changement strictement de modèle de santé, mais aussi de penser les maladies d'aujourd'hui, qui sont des maladies chroniques, et sur lesquelles il faut effectivement penser le soin, le traitement par l'hôpital lorsque c'est nécessaire, mais aussi la prévention. Et donc, c'est un vrai changement de logiciel qui est très compliqué à faire parce qu'on n'a pas toutes ces habitudes et on voit les tensions qu'il y a dans les urgences et ainsi de suite. Mais pour résoudre une partie des urgences, c'est aussi de penser à la prévention et de comment les gens vont pouvoir s'occuper de leur santé, et il y a des interventions non médicamenteuses qui fonctionnent bien. Et peut-être le dernier point, mais vraiment parce que c'est un élément important, tu l'as évoqué, sur le plan économique, on montre que effectivement, si j'évite des hospitalisations graves, c'est des coûts évités qu'on peut reporter sur la prévention. Mais aujourd'hui, effectivement, les études montrent que 80% des gens qui vont aux urgences ne devraient pas y aller. Donc les coûts sont importants. C'est comme si on était à chaque fois obligé de proposer un porte-avions alors qu'on pourrait prendre simplement le train et qu'on pourrait avoir une consultation directe chez un médecin généraliste pour traiter un problème qui n'est pas d'une gravité importante, mais la population ne le comprend pas et appelle directement le 15 et va aux urgences et emboliser le service des urgences. Donc il y a vraiment, encore une fois, une transformation, et les interventions non médicamenteuses vont y contribuer. Ouais, parce qu'il y a le mode préventif, donc du coup je préviens, donc du coup en fait je recule quelque part la probabilité d'aller aux urgences, mais je pense qu'il y a aussi de l'acculturation à avoir, peut-être même passer par l'école. Je me souviens, à mon époque, il y avait des cours d'éducation civique. Est-ce qu'on ne pourrait pas glisser justement un petit programme sur en fait, qu'est-ce que la santé, le 15 bien, le 18 ok on connaît, mais quand est-ce qu'il faut les contacter, qu'est-ce qu'il faut faire peut-être avant, prévenir, c'est même la santé mentale, mais la santé au sens large. Il y a des fondamentaux, je pense, qui sont essentiels à avoir, qu'on devrait même avoir à l'école, en tout cas derrière. Qu'est-ce que toi t'en penses au niveau de l'éducation ? Alors c'est très très juste, ça amène tout le sujet de la différence entre la promotion de la santé, très utile, très pertinente, et sur lequel il y a des progrès très significatifs, mais y compris à l'école, et sur lequel il devrait y avoir en plus de cours obligatoires, mais comme tu dis, d'éducation civique, mais potentiellement en éducation physique, mais aussi pour le professeur de biologie qui devrait parler de santé, mais aussi l'infirmière scolaire, et l'ensemble des acteurs devraient effectivement avoir plus de promotion d'une vie en bonne santé. Et qu'effectivement, c'est essentiel. Mais on s'aperçoit que dans beaucoup d'études, le fantasme d'un certain nombre de décideurs politiques ou même de ministres, et souvent c'est évoqué comme ça, seule la promotion de la santé suffit à modifier les comportements de santé des individus. Et en fait, on s'aperçoit que, on le dit, bouger plus, le programme national nutrition santé, il y a plein d'actions de promotion toute la journée, avec des affiches dans tous les sens, avec des pubs, attention, manger moins gras, moins sucré, moins salé. Les grands messages de santé publique générale sont connus, je pourrais les résumer en quelques secondes s'il faut, mais sur l'activité physique, faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, ne pas rester plus d'une heure assis ou allongé dans une journée. On a eu Martine Duclos il y a un mois et demi justement dans notre podcast, et c'est vrai que Martine justement nous présentait ça. Mais oui, bien sûr, c'est des fondamentaux. Ces messages-là, ne pas fumer, ne pas consommer trop d'alcool, ne pas s'exposer au soleil quand il fait l'été entre 10h, etc. Ces grands messages de santé publique sont connus, mais ils ne sont pas appliqués. Et c'est tout l'enjeu de la différence entre les actions de promotion de la santé et les actions de prévention santé fondées sur des données probantes, donc des interventions non médicamenteuses, sur lesquelles, lorsqu'on a repéré une fragilité, une personne à risque, par exemple, une personne de plus de 85 ans est à risque de chute,
et donc potentiellement de proposer une intervention non médicamenteuse, mais pour des jeunes qui sont en boîte de nuit, sur lesquels il y a des comportements à risque vis-à-vis de la sexualité, Bien mais sûr. potentiellement un programme d'éducation spécifique de prévention santé qui sera une INM et qui va effectivement amener un changement significatif de comportement. Et là, tout d'un coup, les interventions non médicamenteuses sont apparues et commencent à se développer. Il y a beaucoup d'actions de recherche, mais encore une fois, comme il n'y avait pas de cohérence entre les modèles d'évaluation, chacun disait, mais regardez-moi, c'est efficace. Mais dans la réalité, entre la réflexion sur l'évaluation initiale, sur attention, il faut mettre des préservatifs dans des situations à risque, où il faut arrêter de consommer autant de tabac dans des situations, et avoir une action significative qui change les comportements, ça s'appelle des interventions non médicamenteuses. Et oui, exactement. Et là, me vient à l'esprit, c'est vrai qu'on intervient dans les entreprises. Toujours le plus difficile à faire comprendre, c'est en fait, c'est la prise de conscience, je pense. C'est le premier point d'entrée, c'est de se dire, ok, je prends conscience qu'en fait, c'est important pour ma santé, pour mon bien-être. Et puis, pas que pour moi, parce que si je suis pas bien, mais en fait, il y a mon entourage qui potentiellement va en pâtir. Et inversement, bien sûr, positivement. Et donc, du coup, au niveau de la prise de conscience, alors, il y a des études qui ont été faites. Si je me brûle 10 fois, bon, je comprends que le feu ça brûle. Si je me vois faire aussi, donc il y a une perception qui est différente. Du coup, je prends conscience d'un certain nombre de choses. Il y a le questionnement, donc il y a le coaching qui le permet. Notamment, il y a des études. C'était un des pères fondateurs de la programmation neurolinguistique qui avait testé ça avec justement des commerciaux et qui avait monté des programmes et qui, en fait, avec un protocole de questions, permettait de susciter la prise de conscience. Ah oui, j'ai besoin d'acheter ça. Et puis bref. Toi, tu as des outils, toi, de ton côté, pour susciter la prise de conscience auprès des personnes? Je crois qu'effectivement, c'est un point important et sur lequel aujourd'hui les médecins généralistes, les infirmiers, mais aussi donc d'autres métiers de professionnels de la santé, mais aussi d'autres types de modalités d'évaluation qui sont avec des outils numériques, avec notamment un podomètre par exemple, pour simplement faire comprendre quelle est l'activité physique. Je pense que tous ces systèmes numériques sont très intéressants aussi, donc pour faire une prise de conscience. Et donc il y a des entretiens de plus en plus qualifiés pour dire effectivement là je suis un individu à risque. Et pour plein de raisons, on est tous dans une forme de déni en disant oui mais moi ça ne me concerne pas finalement, ça concerne d'autres parce qu'effectivement je vois bien qu'il y a des gens qui sont à risque et qui sont sédentaires, mais comme dit très bien Martine, tu peux avoir quelqu'un qui fait une séance de sport le week-end à fond pendant 2 heures et en disant mais je suis vraiment quelqu'un de très actif et je suis très sportif et autres, mais en fait le reste du temps il est sédentaire et c'est quelqu'un qui est à risque de santé, de sédentarité, tout en faisant un peu d'activité physique et en disant mais si, mais je réponds exactement aux attentes. Donc c'est la même chose pour la consommation d'alcool, où les gens vont dire moi je consomme pas d'alcool, le vin et la bière c'est pas de l'alcool. Et on va avoir plein d'exemples comme ça. Donc effectivement il y a une prise de conscience et donc il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'avoir une meilleure prise de conscience et notamment sur des pratiques qui se font aussi à plusieurs. C'est intéressant d'avoir vraiment cette approche sur laquelle je me vois, je m'identifie et autres, c'est extrêmement intéressant. Mais après, reste la question de comment on agit et que sur quelle solution on va utiliser qui va avoir une efficacité. Et là, souvent, on va être emporté par des choses qui n'ont pas véritablement une efficacité significative. On pourrait parler de poudre de perlimpinpin pour certains. Ouais, et exactement. Et donc, les INM, encore une fois de plus, interviennent avec ce scientifiquement validé qui est important pour moi personnellement. Et puis, c'est vrai que chez Canopy, on a fait le pari justement d'aller dedans et de ne pas s'ouvrir en fait au reste. Par contre, s'il y a des nouvelles INM qui arrivent, bien évidemment, on sera super ouvert justement à les intégrer. Et donc, aujourd'hui, quels sont les INM, je ne sais pas si tu as pu benchmarker un peu, qui ont le plus d'impact ou qui sont le plus sollicités, peut-être en France, voire peut-être même plus largement. Je ne sais pas si tu as un peu d'études là-dessus. Tout l'enjeu est de fabriquer en fait cette bibliothèque et je voudrais surtout pas dire des choses qui sont dans la réalité fausses, tout simplement parce que on a surtout aujourd'hui de plus en plus de professionnels qui sont identifiés, mais une traçabilité
des INM n'existent pas parce qu'on ne les a pas qualifiés. Et donc tout l'enjeu est de pouvoir effectivement, quand tu rentres dans un hôpital, quand tu vas voir un médecin généraliste, tu as directement ton médicament, il est tracé, ça remonte dans un espace, tout est extrêmement clair. Mais dans un hôpital, dans une entreprise, dans plein d'activités aujourd'hui, les INM, c'est comme si elles n'existaient pas parce qu'elles n'ont pas de traçabilité. Et donc, on n'a pas de traçabilité, mais simplement parce qu'on n'a pas fabriqué la bibliothèque. Donc, tout l'enjeu, c'est ensemble, et donc notre société savante NPIS, mais avec tous les acteurs, on veut vraiment réunir tous les acteurs en disant, fabriquons cette bibliothèque. Une fois qu'on a une bibliothèque, on verra effectivement quels sont les leaders sur les troubles du sommeil, quels sont les INM qui ont montré le plus de preuves par la science, mais une fois qu'elles ont été utilisées, dans l'utilisation même, est-ce que potentiellement il y a des effets régionaux et que dans le nord de la France, c'est plutôt tel INM qui répond à la population, peut-être qu'il y a des salariés selon peut-être des spécificités de métiers du bâtiment ou de métiers de gens qui travaillent la nuit, par exemple, et quels sont les impacts, et que pour ces personnes-là, elles ont besoin d'autres INM. Tout ça, aujourd'hui, on est dans une opacité totale et sur lequel, et c'est là où il y a un risque actuellement sur les réseaux sociaux, chacun va promouvoir sa pratique en disant, mais vous savez, elle est absolument remarquable. Tu parlais tout à l'heure de PNL, on va parler de sophrologie, on va parler de beaucoup de choses. Le problème, c'est que ce sont des disciplines. C'est pas une intervention non médicamenteuse. Et donc, cherchons véritablement à savoir quelle est la pratique qui va avoir un bénéfice. Mais, et je voudrais insister là-dessus, si on n'est plus dans une logique de bien-être, mais qu'on est dans une logique de santé, toute intervention peut provoquer un risque. Bien sûr. Un risque vis-à-vis, pour être très clair, d'un effet secondaire directement de la pratique. Je mets en place une thérapie manuelle, il peut y avoir des risques. Je mets en place un programme d'activité physique, potentiellement, il peut y avoir des risques. Et au-delà de ça, il peut y avoir aussi un masquage potentiel de troubles qui seraient plus importants, tu vois, une fatigue, en disant je vais utiliser une IM parce que je suis fatigué. Oui, mais peut-être que ça cache un cancer, et peut-être qu'il est important d'aller consulter, et que les professionnels soient sensibilisés au fait que ça me paraît un peu bizarre, cette fatigue. Et peut-être que là, il est temps d'aller consulter, et donc recommander à une personne d'aller consulter, parce que c'est peut-être plus grave que prévu. C'est essentiel, et ça va dans les deux sens. Quand je pense dans les deux sens, c'est tant le sophrologue, par exemple, qui soit sensibilisé à se dire, ok, attention, peut-être commence par avoir ton médecin généraliste ou en parallèle, et puis on va travailler sur tel ou tel sujet. Et inversement, c'est que le médecin généraliste soit aussi ouvert et au courant de ces interventions non médicamenteuses qui peuvent prévenir ou en tout cas traiter peut-être certains maux, comme son nom l'indique, de manière non médicamenteuse. Et donc voilà, qu'il y a une pas évangélisation, mais en tout cas une acculturation des deux sens là-dessus. Parce que peut-être l'enjeu de la NPI, c'est l'enjeu en tout cas de la NPI, d'effectivement arriver à calibrer et à qualifier ces interventions. Mais ensuite, c'est aussi l'enjeu des autorités, à savoir comment on les trace, et c'est pas une société savante de dire comment ça s'inscrit dans un paysage national, dans un système de santé, et c'est pas non plus une société savante de dire quelles sont les modalités de remboursement. Et que est-ce que c'est à l'assurance maladie d'en prendre certaines, ou est-ce que ce sont aux mutuelles de prendre peut-être leur part de responsabilité, puisqu'on les engage à faire de la prévention. Ils veulent bien y aller. Mais la question, c'est que nous avons à fabriquer la bibliothèque. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura effectivement des réflexions pour que les praticiens soient en capacité de dire je prends tel ou tel et tel INM dans cette situation-là pour cette personne-là, ou pour un groupe, ou pour une entreprise, ou pour une activité professionnelle, ou pour un hôpital. Mais qu'effectivement, après, il faut que la chaîne soit cohérente et que chacun soit à sa place. Une société savante est là pour effectivement dire on regarde tout ce qui a été produit par la science, voici les INM qui sont efficaces avec un niveau de risque limité qui sont explicables. On n'est pas dans le domaine de l'ésotérisme, on est bien dans quelque chose qui a une efficacité prouvée. Maintenant, à vous de l'utiliser, mais il faut qu'il y ait une chaîne de traçabilité. Et je dis rien d'autre qu'il y a 60 ans, on n'était pas nés tous les deux, mais c'est exactement ce qui s'est fait dans le médicament. Ils ont fabriqué un modèle d'évaluation. C'est pas si longtemps, 60 ans. Non, c'est 60 ans. Et ils ont fabriqué
finalement une bibliothèque géante Ok. gérée par une agence qui s'appelle la NSM, donc c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est au niveau européen, donc avec une agence qui est C'est dédiée. directement européen? Alors, Ah ouais. c'est à la fois national et c'est à la fois au Ok. niveau européen. Il y a une cohérence totale entre les deux. Donc, l'ANSM pour la France et l'EMA, European Medicine Agency, mais qui a le même répertoire, le même Ok. référentiel. Donc, le médicament qui est validé par la France, il est pour l'Europe. Et finalement, cette bibliothèque, après, elle est utilisée pour avoir une traçabilité de l'usage qui est fait en prévention ou en traitement ou en guérison, Ouais. et sur lequel effectivement tout le monde s'y retrouve et le financeur sait comment c'est utilisé. Et donc on va fabriquer de la même façon au niveau, donc là on l'a fait ce modèle au niveau français, et donc on est en train de demander un financement européen pour harmoniser au niveau européen ce modèle et qui permettra de fabriquer la bibliothèque. C'est fantastique. Et tu as des dates à nous proposer ou des délais? Tu sais, ça va être dans Mhm. l'année 2024 ou à horizon 2030? Tu as un peu plus de détails Oui, là-dessus? oui, tout dans notre société savante, c'est une association de l'océan. Donc tout le monde peut y venir, hein, que ce Ouais. soit un patient, que ce soit un usager, un opérateur de santé et autres. On fait ce brainstorming géant. Donc c'est Ouais. vraiment une société savante à vocation internationale. Donc on a fabriqué, quand on l'a créé, une stratégie qui s'appelle une stratégie 2030 sur les INM, Ok. où le but est, on a dit entre 2021 et 2023, on co-construit le modèle d'évaluation au niveau national. Donc on l'a déposé au Sénat, tout est en accès libre et vous pouvez aller voir sur YouTube. Bien sûr. Donc on a une page web qui est dédiée en fait à ce modèle d'évaluation, NPI Model. On mettra de toute façon tous les liens dans les notes du podcast Extra, et YouTube et tout ça sur extra. l'ensemble des réseaux. Voilà, que c'est important pour Et nous de partager ce message. Ouais. voilà, donc ça c'était l'étape France. On fait cette co-construction. Et j'insiste sur le mot co-construction. C'est souvent dans les 46 modèles dont on a parlé tout à l'heure d'évaluation des INM Ouais. concurrentiels, c'était souvent une discipline. Les biologistes ou les épidémiologistes ou les gens des sciences humaines. Et en fait, chacun avait sa vision. Là, on a fait un modèle transdisciplinaire. Ouais. On a fait un modèle qui est intersectoriel, donc c'est Mhm. pas uniquement la nutrition ou les pratiques corporelles Ouais, ou les pratiques psychologiques. transversal. Exactement, et c'est transpartisan. On n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour dire dans l'intérêt de la santé, d'une santé durable et d'une santé active sur lequel la personne peut agir sur sa santé, ben effectivement, on a un modèle unique. Donc 2021-2023, co-construction française. Là, pour le programme européen qu'on est en train de déposer, ce sera 2024-2026. Et donc, Ok. on espère, et on est en contact avec l'OMS Europe et avec également toute la partie européenne, en tout cas de la santé, en disant en 2026, on aurait ce modèle étendu à tous les pays européens. Ouais. Et la perspective après, c'est entre 2027 et 2030 de finir, entre guillemets, avec la discussion OMS, mais OMS Monde. Et on est en train d'échanger avec l'UNESCO également, qui s'ouvre à des problématiques de, comme tu l'as dit, de bien-être, de prévention et de bien vieillir. C'est aussi un élément important. Et donc de rapprocher l'UNESCO et l'OMS pour dire à la fin, regardez, nous avons un modèle commun, et ce modèle commun, effectivement, on pourra l'étendre de cette façon, donc faire plus de recherche, mais mieux de recherche. Et avec une question qui va se poser aussi, qui est un élément important, c'est la protection intellectuelle de ces INM à travers la traçabilité. On y arrive pour une chanson. Et bien sûr. Pourquoi on ne pourrait pas y arriver avec un service? C'est facile de protéger un produit, c'est facile de protéger un dispositif médical, mais ça pose des questions juridiques et des questions techno, mais qu'a priori, on devrait y arriver. On le sait, et c'est ce qui nous plaît en fait chez Canopy aussi avec la NPI, c'est qu'en fait c'est transdisciplinaire, c'est qu'en effet il y a des syndicats, il y a des professionnels donc de médecine complémentaire ou d'INM qui s'intègrent en fait dedans, il y a bien sûr les chercheurs, il y a des médecins, il y a des plateformes comme la nôtre, il y a il y a le monde de la tech, donc tout ça est en train de se marier, en tout cas que je trouve vachement bien. Et ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est que moi il y a
c'était début d'année dernière, voilà, il y avait des conférences plusieurs fois dans l'année justement, et notamment sur échanger sur le nom des INM, on garde pas, quel était l'historique. Et moi j'ai participé justement à certaines d'entre elles, et je me dis bon ben c'est vrai que je suis inconnu au bataillon, mais n'empêche que je peux dire je peux dire quelque chose. Et moi je trouvais ça juste génial de pouvoir librement dire ce que l'on pense, et puis d'être à l'écoute des uns et des autres, et de comprendre un peu cet écosystème. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, ça, l'Olympiade. Je crois que c'est important de le dire, c'est bien que tu le soulignes parce que on n'est personne, au sens nous ne sommes que de l'intelligence ou le résultat de l'intelligence collective. Et de l'intelligence collective d'associations de patients, de praticiens, d'opérateurs de santé et en même temps de personnes qui sont donc des chercheurs, mais des chercheurs qui étaient un petit peu enfermés, engoncés dans leur discipline. Et tout d'un coup, en disant, mais il n'y a vraiment que l'essai randomisé contrôlé en double aveugle, exactement comme le médicament. Et vraiment des gens, et tu penses qu'on peut oser proposer quelque chose? Je dis, mais justement, dans cette logique, et on est soutenu par l'INSERM, mais vraiment, je tiens à dire à quel point l'INSERM est en train de s'ouvrir à ça. Hein, à mon âge, je vous promets, que l'INSERM était un Graal, entre guillemets, en disant, mais on n'arrivera jamais à avoir une réponse positive de l'INSERM. L'INSERM est en train d'ouvrir à la recherche participative, en disant, si je n'inclus pas les patients dans l'étude que je vais mener, finalement, je le fais un peu pour moi, comme un ingénieur pourrait penser à un super produit techno, parce qu'il va se faire plaisir, parce qu'il y a une techno qui va très très bien, mais qui n'est pas utile à personne, entre guillemets. Et donc, cette société savante, elle naît de la richesse de cette diversité qui amène à un moment donné parfois aussi des décisions à prendre. Et donc, c'est pas toujours facile, mais en disant, écoutez, on a fait le tour de la question, et là, aujourd'hui, voilà une définition stabilisée de ce qu'est une INM. Et donc, par défaut, voilà ce qui effectivement n'est pas encore une INM, mais avec aussi l'esprit de la bienveillance et de l'ouverture, en disant à des médecines traditionnelles qui avaient l'air de montrer une efficacité, vous avez un modèle pour justement stimuler la recherche, faire les recherches qui vont être pertinentes selon ce modèle et de fabriquer une INM supplémentaire. Et je pense que ça, c'est un élément aussi encourageant en disant rien aujourd'hui n'est fermé à l'intervention médicamenteuse, mais exactement comme l'industrie du médicament le fait aujourd'hui. Il y a 35 000 plantes médicinales. On n'en a étudié que quelques-unes finalement. Et donc il faut pouvoir stimuler peut-être parce que les médecines traditionnelles avaient utilisé telle ou telle plante et en disant peut-être qu'on va trouver le médicament qui va bien, mais peut-être que aussi dans toutes ces pratiques traditionnelles, il y a des INM de demain et je pense que le MBSR, Mindfulness Based Resolution de Kabat-Zinn, c'est une INM, mais au départ, c'est effectivement une relecture de pratiques de méditation ancestrale. C'est ça qui est assez fabuleux, et en même temps c'est vaste, mais en même temps on se dit waouh, il y a le champ des possibles qui est juste gigantesque. Il y a de très belles choses qui vont arriver, et puis surtout que on voit que les fonctions étatiques, que les mutuelles, que les organes, différents types d'organes, les professionnels, en fait, vont dans ce sens, en fait. Et ça, c'est fantastique. En tout cas, moi, je me réjouis déjà d'avance des prochaines années qu'on va passer ensemble quelque part là-dessus. Je m'appelle Quentin, je suis pas très en forme. J'ai envie de tester, je sais pas, la sophrologie parce que je me sens ultra stressé. Voilà, je suis manager, plein de choses dans la tête. Comment toi tu conseillerais cette personne là, ce Quentin, à aller voir, tester une INM ou en tout cas aller voir un professionnel de la santé dite complémentaire? Ce serait quoi le protocole Alors, j'ai besoin d'arriver sur ce mot-là, complémentaire, pour arriver à définir, encore une fois, on a besoin de clarté et on a besoin de clarification de ces propos. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de pratiques complémentaires ou de médecine intégrative. Et je pense que c'est un abus de langage qui peut poser des problèmes. Et que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, qu'il peut y avoir des choses, à mon avis, qui sont problématiques. La médecine
mais aussi la santé, en fait, elle a une véritable vision biopsychosociale. Donc, qu'une certaine médecine, parfois, n'ait fait que de la biotechnologie et que certains médecins n'aient utilisé la médecine que pour faire de la biologie, c'est peut-être une dérive. Mais la médecine, par définition, mais depuis Hippocrate, c'est une approche biopsychosociale centrée sur le patient. Et je voudrais vraiment que ce mot qui aujourd'hui, attendez, c'est complémentaire, et vous pouvez aussi prendre ça. Mais attendez, mais le théâtre, c'est complémentaire. Le footing, c'est complémentaire. C'est les plantes vertes. Manger tel ou tel produit, rire, chanter, danser, aller avec des copains, prendre un café dans un bar. Tout devient finalement complémentaire. Et jusqu'où est-ce qu'on va? Je pense qu'il y a ce qui relève de la liberté de chacun d'agir sur sa santé, au sens de vraiment de cette liberté et de son mode de vie, et de ne pas enfermer parfois dans l'idée d'une médecine intégrative qui pourrait être intégriste, parce qu'on t'imposerait, et on l'a vu, nous, chez certains patients, donc je travaille aussi à l'Institut du cancer de Montpellier, mais des patients qui ne veulent plus manger du sucre parce qu'on leur a dit que potentiellement le cancer était dû à une surconsommation de sucre. Mais on arrive à des aberrations parce que un naturopathe ou que quelqu'un a dit des choses. Donc je pense qu'il y a une vraie dangerosité, en tout cas, à employer ce mot de complémentaire. Complémentaire à quoi? Donc, et je pense qu'il y a vraiment l'idée qu'il y a une médecine conventionnelle qui peut effectivement répondre et qu'il y a des interventions non médicamenteuses pertinentes. Et donc, pour répondre à ta question maintenant sur, effectivement, ce Quentin, s'il veut utiliser la sophrologie, moi, je pense qu'il est très important de savoir... par exemple, souvent la sophrologie va être utilisée pour le stress, pour vraiment pour cette idée-là, et de faire bien attention s'il y a des signes ou des repérages, de bien voir si ce stress est dû à simplement une pression ponctuelle, ou s'il y a potentiellement ce stress cache une maladie. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à un vrai diagnostic médical quand c'est nécessaire. Et ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, aller voir un sophrologue, aujourd'hui, ça peut être pertinent, mais tout l'enjeu est que les sophrologues travaillent et mènent des recherches sur quel protocole de sophrologie pour le stress, parce qu'effectivement, aujourd'hui, cette discipline, puisque tu parles de cette discipline, je suis obligé d'aller plus loin, mais ils sont dans une ambiguïté entre le développement personnel, et où effectivement, dans un développement personnel, être plus efficace dans son travail, penser à sa famille, penser éventuellement à l'organisation de son quotidien, etc. C'est une réflexion générale de développement personnel, mais pas de santé. Et de santé, potentiellement, il y a effectivement des chercheurs qui sont en train d'organiser. Je sais qu'il y a des protocoles qui ont été déposés, et effectivement Natalia Caicedo, qui est la fille donc sur cette sophrologie-là, qui veut lancer des études dédiées en fait à des protocoles de sophrologie et sur lesquels effectivement ce sera reproductible. Mais pour l'instant, effectivement, je pense qu'il est important pour ce Quentin de faire très attention, simplement en disant ok, j'y vais, mais j'y vais soit pour un développement personnel, soit j'y vais pour traiter un problème de santé, et dans ce cas-là, il faut qu'effectivement le sophrologue amène des preuves qu'il y a une INM qui est efficace vis-à-vis de la gestion de cette anxiété-là. Donc, premièrement, ok, j'ai une problématique, je vais voir mon médecin généraliste, et puis qui va justement ensuite nous envoyer soit sur un spécialiste, en effet, donc de la médecine conventionnelle, ou autrement, peut-être aussi un sophrologue, en parallèle d'autres choses. Et donc, comment on choisit un sophrologue? Toi, est-ce que je sais pas si tu es allé voir certains sophrologues, mais comment tu les choisis, toi? Est-ce que c'est par recommandation? Tu regardes les notes Google? Comment tu fais? Je ne sais pas faire. Aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est effectivement qu'il y ait un calibrage de ces praticiens, qu'il y ait des plateformes qui se développent comme les vôtres, sur lesquelles, effectivement, on commence à qualifier ces formations, en tout cas, je vais être plus précis, en tout cas ces personnes qui ont reçu des formations, et qu'effectivement aujourd'hui il y a un grand besoin
de coordination, en tout cas de la qualité de ces formations initiales, et une société savante pourra faire des recommandations vis-à-vis des contenus, mais c'est aux métiers eux-mêmes de s'organiser en accord avec l'État pour dire voilà la qualité. Effectivement, on peut déplorer aujourd'hui que la qualité de la formation initiale, elle est très hétérogène finalement C'est clair, ouais. entre les personnes, mais nous pensons que demain, avec effectivement des INM calibrés, on pourrait imaginer que des personnes formées en sophrologie et diplômées en sophrologie aient des qualifications pour certaines INM pour les mettre en œuvre, et Ouais. que effectivement, pour certaines, effectivement, ils sont envoyés par un médecin généraliste, mais comme tu l'as dit, médecin généraliste, je ne voudrais pas non plus limiter qu'au médecin généraliste. Bien Il sûr. peut y avoir d'autres professionnels de santé qui pourraient aussi avoir la possibilité de recommander Bien et sûr. de Ah ouais, bien conseiller, sûr, parce ouais. que, un peu comme dans les sportifs de haut niveau aujourd'hui, il n'y a pas uniquement que l'entraîneur dans le football, mais il y a le préparateur physique, le préparateur mental, le Le diète, etc. nutritionniste, Exactement. exactement, ouais. Et qu'on arrive effectivement à des solutions sur lesquelles potentiellement c'est l'un ou l'autre qui peut envoyer vers cette personne qualifiée, effectivement qualifiée sur une intervention non médicamenteuse qui pourrait être proposée. Et je voudrais dire un autre point très très important, c'est qu'une intervention non médicamenteuse a une durée limitée dans le temps. Hmm. C'est pas un mode de vie. Et il y a beaucoup de messages qui disent ah ben après moi je fais mon intervention non médicamenteuse tous les jours et je l'utilise dans mon quotidien. Non, c'est plus une intervention non médicamenteuse, c'est bien un mode de vie. Mode de vie, Et ce ouais. mode de vie là, il peut être effectivement à la liberté de chacun. Il y en a qui préfèrent du kitesurf, il y en a qui préfèrent du tennis, il y en a qui préfèrent du footing ou du vélo, peu importe. Ouais. Il y en a qui préfèrent plutôt aller dans les bois et se promener. Mais attention aux amalgames entre l'un et l'autre, hein. C'est vraiment une intervention non médicamenteuse à toujours un délai donné et un nombre de séances limité. Je du prêche un convaincu, donc là-dessus on est très alignés. Euh, je pousse encore un peu plus loin. Sur les INM, il y a tes bouquins, hein, je les remets en face caméra, hein, et notamment les 100 médecines douces validées par la science. Ça, c'est vraiment pratique et puis c'est facile à lire, c'est tout simple. Et puis bon, franchement, c'est super chouette pour tout le monde en fait, hein, pour qu'on peut se procurer sur Amazon ou les différentes bibliothèques, ou en tout cas librairies type la Fnac et autres. Ce qui est assez fantastique, c'est donc il y a les INM, mais par contre, je me dis, bah tiens, il y a la médecine complémentaire. Je fais exprès de reprendre ce terme. J'en ai entendu parler, mon voisin m'en parle. Ok, il parle de sophrologie, de naturopathie. Bon, bah, c'est super, mais comment je peux faire Est-ce qu'il n'y a pas un outil, en plus des bouquins, qui me permettrait d'aller voir ça sur Internet? Parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur Internet. Il y a plein d'articles qui se font. Il y a même des articles L comme des articles scientifiques. Donc, comment faire là-dessus pour s'assurer que c'est bien d'aller voir un naturopathe? Toujours la même chose, aller voir un médecin? Pas nécessairement aller voir un médecin. Aujourd'hui, on est dans un marché qui effectivement parle de bien-être santé et sur lequel effectivement il n'y a pas d'organisation particulière. On a recensé le nombre de métiers hors code de santé publique. Donc il y Ok. a aujourd'hui 24 professions de santé, donc métiers de santé, code de santé publique. Ok. Et on a regardé d'autres types de métiers qui ne sont pas code de santé publique. On connaît enseignant en activité physique adaptée, Ouais. ce n'est pas dans le code Mis de à part. santé publique. Ouais. On connaît psychologue, ce n'est pas dans le code de santé publique. Mais naturopathe non plus, psychosomaticien, naturopathe, je l'évoquais, mais sophrologue, etc. On est à 230 métiers, Waouh. 230 métiers aujourd'hui, hein, recensés sur LinkedIn, sur des offres. Et on voit de plus en plus de noms de métiers être proposés et sur lesquels on est dans une jungle non réglementée. Ouais. Je participe à un groupe de travail pour le ministère de la Santé sur ces questions-là des médecines alternatives ou des médecines non conventionnelles ou des pratiques de soins non conventionnelles. On n'est pas au clair. Oui, parce que médecine égale des diagnostics, comme je l'évoquais, alternatifs, et avec des solutions qui peuvent être des solutions qui sont alternatives ou pas. Donc on est aujourd'hui dans un moment important d'ouverture finalement à des pratiques dont les Français demandent finalement qu'elles soient utilisées parce que ils disent bien qu'ils ne veulent pas
être soignés uniquement comme des patients ou comme des malades ou être soignés comme un organe malade, Ouais. mais comme des personnes. Et donc, effectivement, il y a une ouverture très forte. Aujourd'hui, on a ouvert la boîte de Pandore. Ouais. Et je pense qu'effectivement, une des manières de réguler, en tout cas, ce marché, en disant, là, on est dans une pratique ésotérique, dans une pratique spirituelle, Hmm. dans une pratique, et il y a un respect total vis-à-vis de ces pratiques, mais qui relève de l'intimité, et qu'effectivement, une pratique religieuse peut faire un bien infini à Bien des sûr. personnes, mais reste du domaine des pratiques qui vont être socioculturelles. Hmm. Et que à côté, effectivement, lorsqu'il s'agit de parler de santé et sur lequel on peut agir avec potentiellement des risques, que en effet, là, on soit bien dans cette calibration et dans cette rigueur, entre guillemets, mais aussi potentiellement du remboursement. Hein, et que il y a une différence entre les deux en disant, vous pratiquez la pratique spirituelle qui vous intéresse, mais vous êtes bien dans le domaine finalement de l'intimité, de l'intime, du mode de vie, c'est bien de votre, parce qu'on est en démocratie, la liberté de chacun de pouvoir le choisir. Hmm. Mais à côté, quand on est dans le domaine de la santé, il y a effectivement des questions de sécurité, Bien de sûr. traçabilité et de potentiel remboursement. Hmm. Et je crois que là, on est aujourd'hui dans un moment clé et extraordinaire, effectivement, sur lequel on est en train de construire un paysage. Et nous ne sommes que sur les interventions non médicamenteuses, et je voudrais vraiment insister là-dessus, et pas sur les diagnostics ou sur les signes de repérage de fragilité, par exemple, chez la personne âgée, sur lequel on va proposer des interventions non médicamenteuses en accès très précoce, et effectivement, sur lequel il va y avoir des actions significatives. Mais encore une fois, il faut organiser juridiquement, qualifier ces pratiques et donc on voit à quel point tout ce qu'on a lancé n'était que des propositions, Ouais. mais on a l'impression que depuis 2023 et donc encore plus je l'espère en 2024 on va rentrer dans du concret. Ouais, ça, c'est génial. Il y a deux choses que je vois. Alors, première chose, je vais revenir sur la spiritualité. Il y a un mois et demi, je me dis, tiens, bah, j'ai besoin de calme. Je vais aller dans un monastère à Tarascon et je vais passer 3 jours, mais en mode, je veux juste couper de tout, téléphone, tout ça. Je vais me mettre dans ma bulle pour être au calme. Je l'ai fait en Amazonie en fait cet été, l'été dernier du coup. J'ai besoin moi d'avoir ma bulle un peu comme ça. Et là, je me dis, tiens, je vais tester, je vais innover pour moi-même. Je vais aller dans un monastère. Je suis pas pratiquant particulièrement, mais besoin de me dire, moi en tout cas, ben, là-bas, je sens que je vais être au calme. Et je pratique la méditation depuis des années maintenant. Depuis 2016 exactement, j'ai commencé la méditation. Et en fait, je me suis retrouvé dans des états méditatifs plusieurs fois dans ma journée, où je me suis vraiment senti bien, au calme, dans ma bulle, où je sentais que mon niveau d'énergie remontait. Donc du coup, il y a cette part un peu spirituelle où bon, on va dans un monastère, il y a certes des sœurs qui sont présentes, et puis bon, bah, il y a les prières, il y a des chants, bon. Et puis il y a de l'autre côté aussi cet aspect méditatif qui, pour le peu, la méditation est une INM. Et donc là, c'est ça qui est important. On peut faire des parallèles qui sont un peu plus poussés. Tout dépend de l'angle que l'on prend pour montrer ce que l'on veut derrière. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, j'aimerais revenir aussi vite fait sur le remboursement. Crois-tu que demain, une pratique INM sera remboursée par l'État français peut-être Ouais. Alors, merci de ce témoignage. Il est intime et à la fois, il illustre parfaitement le modèle INM. Tu as été formé peut-être au MBSR et effectivement, de cette formation à MBSR, après, tu la déclines selon ton mode de vie et selon tes aspirations. Et que effectivement, tu ailles dans cet endroit d'Amazonie extraordinaire et tellement... incroyable pour un humain, mais exactement comme ceux qui vont aller en haute montagne en disant mais un être humain n'est pas fait pour vivre à 7000 mètres d'altitude et qu'effectivement il y a des moments de transe, des moments, mais c'est véritablement ce qui relève de ta vie entre guillemets et de ta liberté de le faire et que si on l'impose à tout le monde en disant tout le monde dans une entreprise doit faire de la méditation et ainsi de suite, on arrive à finalement un effet
de réactance, un effet inverse, en disant mais il n'en est pas question parce que pour certains, dans leur personnalité, dans leur culture, dans leur éducation, entre guillemets, se lâcher prise à être seul, enfermé dans une pièce, tu vois, va les angoisser et que ça ne peut pas répondre de tout le monde. Et donc le deuxième point sur les modalités de remboursement, oui, en fait, ça a déjà démarré. On va prendre un exemple avec l'assurance maladie. Ouais. L'assurance maladie pour les troubles dépressifs. Aujourd'hui, un médecin peut prescrire donc une consultation, et donc c'est un espace qui s'appelle Mon Psy, et sur lequel potentiellement, effectivement, il y a un remboursement de 6 séances. Il y a un débat avec des psychologues parce que c'est pas assez remboursé, et on va pouvoir discuter après du prix. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le tuyau a été choisi. Ouais. Et c'est important de dire que le tuyau a été choisi et que le tuyau est désormais officiel administrativement. Ouais. Donc après, on va négocier du prix, il faut le faire plus cher, il faut le faire soit. D'accord. Mais effectivement, l'enjeu, c'est qu'il y a de plus en plus d'INM, c'est pareil pour la lombalgie chronique commune, sur lequel il y a des méthodes de kiné qui vont être remboursées, des programmes d'éducation thérapeutique qui vont être faits par des infirmiers, mais peut-être d'autres professionnels de santé qui vont arriver. Bref, il y a là aujourd'hui, mais aussi pour le pharmacien. Il ne faut pas croire, un pharmacien peut, pour des molécules très chères, il y a des molécules qui coûtent 30 000 euros en oncologie. Si le patient ne le prend pas correctement, d'accord ? Donc une faible observance, finalement les coûts sont importants. Donc de proposer une intervention non médicamenteuse complémentaire pour potentialiser l'effet du médicament, c'est des coûts économisés qui sont considérables. Donc ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de conception de tuyaux, comme je l'ai évoqué. Et effectivement, on a la confirmation, et je peux l'annoncer parce qu'on a fait ces rencontres en fin 2023, mais que l'assurance maladie va aller de plus en plus vers les interventions non médicamenteuses et que les mutuelles, j'ai pas encore, on n'a que des réflexions, et donc je vous invite à voir les propos qui ont été tenus par Laure-Marie Sanchou, qui était la représentante finalement des mutuelles lors de ce colloque au Sénat du 6 octobre 2023, mais elle dit que les mutuelles vont faire ce virage vers les interventions non médicamenteuses. Donc effectivement, c'est pas une parole en l'air. Il faut que ça se mette dans des tuyaux, mais ce sont des machines très compliquées, évidemment, à organiser, des machines très compliquées à faire évoluer, mais une fois qu'elles s'engagent, une fois qu'elles ont constitué le tuyau, je ne vois pas comment elles pourront revenir en arrière, et donc on est plutôt là, en ce moment, très optimiste sur la mise en œuvre et que les personnes les plus vulnérables vont en profiter. Je m'en réjouis. En effet, c'est vrai que la question des 6 séances pour les psys, en tout cas, il y a déjà ça. Oui. Et ça, c'est déjà un super pas. Oui. Et il y a des belles choses là qui vont arriver là-dessus. Et merci de nous partager ça, parce que ça donne du baume au cœur aussi pour la suite de l'aventure sur la prévention, santé sécurité au travail. Ça, je suis dans mes réflexes avec le monde du travail. Comment t'es tombé dedans exactement, toi, Grégory? C'est quoi ton parcours ou ta jeunesse? Comment t'es tombé dedans? Alors moi, j'ai eu un double cursus universitaire. J'ai fait un doctorat en sciences du sport, j'ai fait un doctorat et une HDA, une habilitation à diriger des recherches, donc en psycho. Et moi, je m'intéresse à la santé depuis que j'étais au départ un sportif, voilà. Et donc, je me suis tout de suite intéressé en fait aux problématiques de psychosomatique. Et donc, je me suis intéressé à une maladie particulière qui s'appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, donc la BPCO, qui est la 3e cause de mortalité en France, et qui est une maladie qui est relativement méconnue. C'est clair, et donc cette maladie qui est à 80% due au tabagisme et à 20% de personnes qui vont respirer des poussières, vont respirer des microparticules, donc les personnes du bâtiment qui respirent du ciment toute la journée, ou des personnes qui vont, comme les boulangers, donc avoir aussi une exposition à la farine, vont avoir cette maladie, qui est une maladie grave et qui étouffe et donc qui amène des insuffisances respiratoires et donc des difficultés respiratoires. Et donc un de mes maîtres, et on a travaillé au CHU, qui s'appelle Christian Préfaux, qui est un professeur de Montpellier, est venu me chercher pour dire il faut qu'on travaille à des programmes de réentraînement physique
donc de réhabilitation physique, mais aussi qu'on travaille sur des programmes d'éducation thérapeutique. Comment apprendre aux malades à mieux gérer sa respiration pour éviter de s'asphyxier, pour être très schématique. Donc la dyspnée. Et donc on a créé des études cliniques, et donc c'était dans les années, c'est très très vieux, hein, mais dans les années 2000, sur lequel on a pu évaluer ces programmes, non pas l'activité physique, mais bien un programme d'activité physique à une fréquence particulière et à une intensité particulière qu'on appelle le seuil ventilatoire, et sur lequel on a permis de démontrer, pas de montrer, mais de démontrer qu'on pouvait arriver à augmenter la vie des personnes, améliorer leur qualité de vie, réduire les symptômes et potentiellement amener des économies. Et on a fait la même chose sur l'éducation thérapeutique. Et sur l'éducation thérapeutique, sur un programme d'1 mois de TP, on montre une amélioration de l'état général de santé du patient. Génial. On montre et on démontre l'amélioration de la qualité de vie. Et donc le résultat aussi important, c'est l'économie de santé. On fait 481 € d'économie par an et par patient, tout en payant ce que je ne savais pas que ça s'appelait une intervention non médicamenteuse, tu vois, à l'époque, sur des essais cliniques. Et Christian Prévost nous a encouragés à faire des études rigoureuses, comme la rigueur du médicament, pour démontrer, pas dire que ça marche, non, et j'ai aucun lien d'intérêt, je veux vérifier que ça marche. Donc on a pris des méthodologies importantes et on a publié cette étude en 2011 et qui a fondé pour moi cette révolution des interventions non médicamenteuses, et que désormais, enfin en tout cas depuis 2011, je suis allé à l'Institut du cancer de Montpellier. C'est professeur Henri Pujol, qui m'a demandé de travailler pour les soins de support, et avec la même rigueur, en disant on peut arriver à montrer quel protocole va avoir une efficacité, et on a aujourd'hui des démonstrations claires que des programmes d'activité physique adaptée potentialise des traitements du cancer, notamment des chimiothérapies, et en disant 1 + 1, ça fait 3. Et donc de cette réflexion-là, donc vraiment mon monde vient de là, et de réflexion méthodologique, comment arriver à démontrer qu'un service humain, non pas un produit, non pas un dispositif médical implantable dans le corps, comme un pacemaker, mais bien un service, un protocole va avoir une efficacité. Et qu'ils ne sont pas tous valables de la même façon. Et ça, dans les médias, dans les réseaux sociaux, et je vous invite à faire très attention, de gens qui disent « Oui, mais regardez, ça marche ». La question, c'est quel est le protocole? Est-ce que vous êtes capable de le décrire? Et là, tout d'un coup, les gens disent « Ah ben non, mais oui, mais il faut personnaliser. Oui, mais il faut personnaliser parce que chacun, on est différent, etc. » Mais on arrive finalement à ce que, à chaque fois, chaque professionnel réinvente la poudre, alors qu'aujourd'hui, la science est en train de démontrer qu'il y a un protocole qui est meilleur que l'autre. Et ça, justement, quand la science le prouve, quand il y a des choses qui sont prouvées, même si... Bon, on a Benjamin qui travaille chez nous, qui fait son 2e Master 2 en alternance chez nous en neurosciences, et qui va faire sa thèse CIFRE chez nous l'année prochaine. D'ailleurs, il faudra qu'on échange là-dessus sur la thèse qui va clairement dans notre sens. Et c'est vrai que la science est faite aussi pour être montrée, démontrée et presque démontée pour remonter, dans le sens où en fait, c'est ça qui est fantastique, c'est que ça évolue en permanence, il y a des nouvelles choses qui évoluent, il y a plein de recherches un peu partout. Je pense à Calia Pro aussi qui nous aide beaucoup dans cette démarche. Donc là-dessus, on pense bien à eux, qui sont aussi montpelliérains. Et donc toi, tu es arrivé là-dedans, et puis en fait, ça s'est enfilé comme ça dans les INM. Oui, ça a été effectivement une évolution, et j'aimerais dire aussi, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, la différence entre la recherche et la science. Et je pense que je vous invite, en tout cas les auditeurs, à lire ce magnifique livre, ou de voir les podcasts, ou de voir les vidéos d'un monsieur qui s'appelle Étienne Klein. Et Étienne Klein, donc, dans Le Goût du vrai, au moment de la Covid, explique en quoi il y a de la recherche, et que se poser des questions, remettre en cause les vérités, poser effectivement les bonnes méthodologies, et discuter entre scientifiques de résultats, c'est des éléments très 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 importants. Et ça, c'est le domaine de la recherche. Et à côté, il y a la science. Et la science, sur une question bien posée,
va avoir un consensus et qu'effectivement 2-3 chercheurs ne soient pas d'accord avec un propos d'un consensus, mais quand une communauté arrive à ce qu'il finalement il y a un consensus, on peut y arriver. Et typiquement, dans ce qui s'est passé dans la Covid et sur un certain professeur marseillais euh, qui s'est On ne citera pas. affranchi, hein, non, mais qui s'est affranchi du modèle de validation du médicament pour dire des choses en tant que chercheur, il avait tout à fait le droit de dire en tant que chercheur, il y a potentiellement mettre du conditionnel. Mais à un moment donné, il y a une communauté scientifique, et cette communauté scientifique, donc la science par rapport à la recherche, dit il n'y a pas de preuve de son traitement. Il n'y a pas de preuve de son traitement. Et je pense que c'est là le sujet important, c'est d'améliorer la recherche ciblée sur les interventions non médicamenteuses avec ce modèle, des NPI modèles, et à un moment donné qu'une société savante fasse le point et dire effectivement, pour l'instant, celle-là, elle est prouvée, celle-là est potentiellement prouvée, mais on a besoin encore un petit peu de recherche pour arriver à consolider ces connaissances. Et le deuxième point important vis-à-vis de là où je viens aussi, et puisque tu me posais la question un peu personnelle, euh, dans ma formation en tout cas, on avait un Graal de la science fondamentale et du mécanisme, de comment ça fonctionne. Et dans les neurosciences, par exemple, en disant on va étudier une partie du cerveau, etc. Et donc, qu'on appelle une science mécanistique. Et on était essentiellement intéressé par la science mécanistique, mais pas par une recherche appliquée, qu'on appelle dans le médicament une recherche clinique, mais qu'on peut appeler aussi dans le domaine des INM une recherche clinique. C'est-à-dire une recherche qui va dire quel est le protocole et donc cette recherche appliquée, elle était, de ma génération en tout cas, très méprisée dans les carrières et on ne pouvait pas faire de la recherche sur des pratiques appliquées finalement sur une recherche pragmatique. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un rééquilibrage entre l'un et l'autre et que cette recherche pragmatique du protocole dans la vraie vie, est-ce que ça marche? Est-ce que ce protocole a véritablement un impact significatif? Et bien effectivement, les règles de notre NPI modèle permettent d'avoir toute une réflexion sur la recherche clinique non médicamenteuse, mais aussi sur les études d'implémentation, pour que ça marche bien sur le terrain et que potentiellement, effectivement, là, il y a une spécificité de cette recherche qui était méprisée au siècle dernier et qui devient tout d'un coup aussi importante que l'autre. Ok. Bon, ben, c'est assez passionnant et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on peut s'engouffrer dans tellement de choses dans ces domaines. C'est à la fois vertigineux mais en même temps passionnant et c'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui comme toi, comme Benjamin qui va faire sa thèse chez nous l'année prochaine, des passionnés. De toute façon, je pense qu'il faut être passionné pour faire ça. On a parlé un petit peu d'équilibre à un moment donné. Toi, comment tu fais pour trouver ton équilibre pro, perso, intime, non intime? Je sais pas comment on peut l'appeler, mais comment tu fais pour trouver cet équilibre? Si tu cherches d'ailleurs. Je pense qu'il est important, mais c'est tellement quelque chose qui est commun et qui est évoqué dans les réseaux et ailleurs. C'est trouver votre voie et que effectivement. Moi, je suis passionné de recherche, je suis un curieux de nature à comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche. Et effectivement, le travail est pour moi plus une passion, entre guillemets, et une œuvre, entre guillemets, que je partage et que la rencontre interdisciplinaire, et je vais aller plus loin, de la transdisciplinarité, de discuter avec des biologistes, avec des mathématiciens, avec des personnes des sciences humaines, des juristes. Voilà, moi je suis passionné de ces rencontres-là et je suis passionné aussi parce que par ma formation de psychologue, je suis allé écouter des gens qui souffraient. Et donc les BPCO dont j'ai parlé tout à l'heure, des gens, tu imagines, qui sont essoufflés au moindre effort, et qui calculent, lorsque la maladie est très aggravée, de dire comment je vais me déplacer du lit au fauteuil sans avoir cette sensation d'asphyxie, et qui savent qu'ils vont mourir d'asphyxie. Tu imagines, voilà. Et donc la modestie d'aller écouter et d'aller voir ce dont ils ont véritablement besoin. Moi, ça m'a nourri et ça me nourrit tous les jours de la BPCO aujourd'hui à la cancérologie, à écouter comment les personnes qui sont traitées pour un cancer parfois
ont été, je dirais, laissés pour compte une fois que les traitements ont eu lieu et une fois que c'est terminé. Le lendemain, eh ben, je dois reprendre ma vie comme avant, mais c'est plus la même. J'ai eu un impact majeur, donc il faut que je pense différemment et qu'est-ce que je peux avoir comme solution. Voilà, et donc c'est effectivement mon quotidien. Donc ça, c'est une passion, mais j'ai eu la même passion pour des pratiques sportives. Donc effectivement, je fais aujourd'hui de l'activité physique et non pas du sport. Je ne fais pas de sport de compétition, mais voilà. Et donc effectivement, j'essaie de partager en tout cas à la fois à mes proches, mais à la fois à mes étudiants, mes doctorants qui veulent bien venir avec moi, mais plus largement sur notre unité INSERM. C'est un vrai plaisir. Et cette société savante est aussi pour moi un vecteur important de cette rencontre et de cette possibilité de faire travailler des gens ensemble avec peut-être des énergies plus focalisées et sur lesquelles on va aussi peser demain, je pense, sur une société française mais aussi européenne pour dire si vous investissez dans la recherche pharmacologique, aucun problème, chirurgical, aucun problème, mais peut-être qu'il est temps que vous fléchiez des appels d'offres spécifiques. Et moi, en tant que bénévole au Conseil national de la Ligue nationale contre le cancer, conseil scientifique en fait, effectivement, je plaide pour qu'il y ait un fléchage de financement des ligueurs qui donnent à la Ligue, et c'est remarquable évidemment, c'est cette générosité, mais qu'une partie de cette recherche aille à faire des études de très bonne qualité qui permettront effectivement de proposer demain aux malades les bonnes interventions non médicamenteuses. Ouais, mais je suis convaincu en tout cas de tout ça. Merci pour ce partage. C'est quoi ta journée type, si tu as une journée type, du matin, du lever au coucher? Est-ce qu'il y a des choses récurrentes en fait dans ton quotidien? Jamais. Jamais? Jamais. Je suis que... et de plus en plus en tout cas. Mais non, je crois que voilà, c'est plutôt envie. Je ne le dis pas très bien. J'espère que vous couperez au montage. C'est pas terrible ce que je suis en train de dire, ou alors c'est que ça me touche. Mais effectivement, il y a vraiment une énergie aujourd'hui autour des interventions non médicamenteuses qui font que les rencontres que je peux faire et autres n'est que du hasard. Et du hasard propice effectivement à un échange et peut-être aussi à ce que ça me nourrisse autant que j'apporte et que je pense que c'est vraiment ce qu'on est en train de faire, en tout cas un travail collectif, une œuvre collective et que voilà mon quotidien, je m'écoute beaucoup. Au sens de, j'écoute beaucoup, quand j'ai besoin de dormir, je dors. Quand j'ai besoin de manger, je mange. Mais effectivement, je ne suis surtout pas quelqu'un d'hyper organisé avec tous les jours la même façon. Au contraire, je pense qu'il y a un besoin important, et peut-être c'était ma double formation à la fois de sciences du sport et de psycho, d'écouter véritablement et de s'écouter soi. Et qu'effectivement, on est peut-être un individu unique et que le calibrage que beaucoup de règles nous imposent. Voilà. Mais j'ai effectivement la chance d'être universitaire et de gérer un petit peu mon emploi du temps comme je le souhaite et tout le monde n'a pas ce privilège. C'est vrai que c'est un privilège en tant qu'entrepreneur. Je touche du doigt depuis 2017 justement cet avantage. Certes, quand on est passionné, on bosse beaucoup, on compte pas forcément nos heures, mais on a cette liberté de pouvoir organiser un peu notre emploi du temps des fois comme on le souhaite. Exactement. Et ça, franchement, c'est vraiment un vrai beau privilège. D'ailleurs, Romain Thomas, est-ce que ça te parle? C'est un ancien de tes élèves, je crois, de STAPS. En fait, il travaille avec Sport & Green maintenant, qui sont dans plutôt l'alimentation, santé, bien-être et performance. Et on va faire un partenariat avec eux. Et puis, il était avec nous la semaine dernière. Et du coup, il me disait, vous allez recevoir Grégory Nino. J'ai échangé avec lui il y a quelques années où justement, lui, il ne savait pas s'il devait passer dans le mode diététique ou rester dans le STAPS. Et puis en fait, il a fait les deux. Et donc je crois même qu'il a fait une recherche derrière. Voilà, en tout cas, tout simplement pour dire que tu sèmes des petites graines et ils en parlent après quelques années en très bien en tout cas. On aime bien poser une question aussi sur la spiritualité. Quelle place ou quelle relation tu as avec la spiritualité, Grégory? Alors, c'est un sujet où je vais répondre de façon un peu philosophique, mais effectivement, le XXIe siècle devient une époque effectivement spirituelle, au sens de
cette découverte de soi, cette compréhension de soi. Et on a souvent mélangé, en France, religiosité ou la religion et la spiritualité. Et effectivement, je l'ai découvert assez récemment en allant en Allemagne et en discutant avec des médecins allemands et sur la différence qu'ils font en disant que la spiritualité est un élément très important, mais pas nécessairement associé à une religiosité. Ouais, Et je pense que l'essor aujourd'hui des médecines alternatives, des médecines ésotériques et des pratiques de cette nature-là captent une demande de personnes de donner du sens, en fait, de donner du sens à leur vie et que cette réflexion spirituelle, elle est essentielle pour savoir ce qu'on fait. Est-ce que véritablement on est cohérent avec nous-mêmes et que cette quête-là, elle est indispensable de tout être humain et que potentiellement des INM peuvent amener à ce qui est cette démarche spirituelle intime, personnelle, et que j'encourage effectivement, parce que potentiellement qu'on est aussi à la recherche de nous-mêmes. Enfin, il y a beaucoup d'auteurs qu'il faudrait lire et relire, de Camus à d'autres du siècle dernier, mais sur lequel on est effectivement aujourd'hui dans ce moment-là, sur lequel on a une perte de sens, on a des guerres qui sont à proximité de l'Europe, on a véritablement des questions environnementales. Moi, je me suis très préoccupé par également l'intelligence artificielle, donc en disant quel est le risque vis-à-vis d'un certain nombre de métiers. Et donc, toutes ces questions-là doivent nous amener à nous poser des questions peut-être qu'on a laissées de côté parce que peut-être que certains, comme Laurent Alexandre, veulent dire que nous allons simplement être transformés en robots. Moi, je ne crois pas. Je crois vraiment que là, il y a de vraies questions fondamentales de qu'est-ce que nous avons à faire en tant qu'humains et quelle est notre place, entre guillemets, dans la société au sens large et qu'est-ce qu'on doit partager et que cette quête de spiritualité est un élément tout à fait fondamental et que certains vont retrouver effectivement, comme tu l'as dit, à travers des moments peut-être en Amazonie ou dans d'autres environnements extrêmement lointains. Et donc, il y a quelques auteurs récents qui parlent de ces destinées un peu personnelles, de ces cheminements, de ces routes de Compostelle ou autres, bien sûr. Mais de notre, peut-être qu'il peut y avoir aussi dans une grande proximité en fait, et ici et maintenant, et dans des lieux du quotidien, mais trouver aussi cette spiritualité dans une balade en forêt, dans quelque chose qui est véritablement de la simplicité, mais qui est peut-être la plus grande profondeur humaine. Je partage complètement et qu'on soit en effet à Montpellier, on est très vite à l'extérieur de Montpellier, on a la chance, il y a la Garrigue d'un côté, il y a l'étang de Thau, pareil, il y a des endroits vraiment fantastiques et puis même si on est à Paris, on se balade dans certaines rues et très vite en fait on peut partir, je veux dire, voilà, dans nos pensées et puis il y a vraiment quelque chose, en effet c'est profond et c'est personnel et c'est à chacun je pense de trouver cette voie-là. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement ou qui t'a inspiré aujourd'hui ? Moi, j'ai envie de citer d'abord mes maîtres, parce que sans eux, je ne serais rien. Mon premier maître a été Jean Billard, c'est un professeur donc, qui a été formé en psychologie, mais qui était mon directeur de thèse et qui était à l'UFR STAPS de Montpellier. Qui était vraiment un psychologue très fin et qui vraiment comprenait le psychosomatique. Et ensuite Christian Prévost et ensuite Henri Pujol ont été véritablement mes maîtres qui m'ont guidé. Et je pense qu'on n'est rien sans guide et qu'on a besoin de temps en temps, dans notre dialogue un peu intime, d'être confronté à l'autre et je pense que voilà, je les admire et je les aime parce qu'ils m'ont beaucoup apporté et que finalement, on a besoin de temps en temps d'avoir ces accompagnateurs proches. Voilà. Après, oui, il y a beaucoup de personnes à qui je pense, évidemment, mes proches, mais plus que ça, je pense qu'il y a là l'idée de la rencontre. Il y avait un auteur qui parlait de rencontre, rang et contre, être tout contre. Donc avec et tout contre, ça veut dire véritablement avoir cette capacité à sortir de ce que les réseaux sociaux, et notamment puisque vous adressez aux jeunes générations, mais en tout cas c'est important, d'avoir cette superficialité qui n'est pas la vraie vérité, qui n'est pas la vraie vie.
et de retrouver cette profondeur, en tout cas, dans la rencontre, me semble un élément important, et on n'est rien sans les autres. On n'est rien sans les autres, franchement, tu prêches un convaincu là aussi. Euh, Est-ce que quand tu as une petite croyance, ou une croyance, je vais reprendre ma question, quand tu as un petit coup de moins bien, voilà, tu as l'impression qu'il y a tellement de choses à faire, tu as le dos sur les épaules, là, où ça va pas très bien, est-ce que tu as une croyance particulière, un gris-gris ou quelque chose comme ça là, qui te permet toi de sauter la petite haie là, qui était presque en trop et puis au final tu la sautes ou de gravir cette dernière étape pour aller mieux? Est-ce qu'il y a un truc que tu te dis particulièrement? C'est une très bonne question. J'ai dû vivre des choses un peu difficiles dans ma vie, et comme tout le monde. Et je pense que la formule de ce qui nous tue pas nous renforce, j'en ai fait vraiment un cheval de bataille presque, en disant c'est parce qu'il y a une difficulté que la vie fait sens, et que finalement, si elle est là présente, Ouais. elle est faite pour être dépassée, et qu'elle nous offre la possibilité, dans ces moments de faille, dans ces moments de difficulté, dans ces moments de moins-être, du réflexe humain classique de la fuite ou de l'énervement, entre guillemets, qui est souvent parfois des réactions qu'on peut avoir spontanément, et que je peux avoir évidemment, hein, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, mais en disant, ok, maintenant essayons de penser vraiment. Essayons de penser vraiment ce problème-là, non pas comme une adversité, et Dieu sait qu'à l'université, hein, il peut y avoir ces moments-là sur lesquels, dans les carrières, dans les avancées de carrière, tu as des concurrents, exactement comme on pourrait avoir en compétition sportive, et sur lequel, finalement, est-ce que je ne pourrais pas le penser autrement? Est-ce que si j'étais Roger Federer, finalement, Nadal, à y penser tous les jours, me fait me poser des questions pour devenir meilleur. Et en tout cas, dans ma jeunesse, été effrayé par ces adversités. Et j'ai basculé ça et progressivement, et je le vis au quotidien. Et Dieu sait que la NPIs est un affrontement aussi avec plein de personnes qui vont dire mais non, mais vous êtes contre les médicaments, vous êtes là pour prôner les médecines douces, les médecines alternatives. Pas du tout. Comment ce dialogue-là, avec des gens qui sont contre, peuvent nourrir quelque chose qui va être dans le dépassement. Et je pense que c'est véritablement, je pense, un élément important sur quand vous avez ce genre de moments difficiles. Et bien sûr qu'il y en a, et il y a des temps forts et des temps faibles dans la vie, mais de le voir avec un autre regard et un petit peu décalé, pour permettre, et c'est pour ça qu'il y a des interventions non médicamenteuses qui vont être utiles pour décaler ce regard en disant, bah finalement, est-ce que je ne peux pas en faire une force? Et si j'arrive à le dépasser, ce qui est étonnant, c'est qu'une fois qu'on l'a légèrement dépassé, on regarde en arrière, en fait, mais il n'y avait pas de problème. Et on remercie presque des gens de nous avoir peut-être minorés, et que ces adversaires, finalement, étaient des gens importants. Et j'aimerais en revoir quelques-uns aujourd'hui en disant, je vous dis merci en fait. Voilà. Ouais, mais j'aime beaucoup cette approche. Certes, ça peut faire mal sur le moment des Oui. fois, et puis avec la prise de recul, on se dit, bah, en fait, heureusement, parce que ça m'a fait poser ces questions-là qui m'ont fait aller dans ce sens Complètement. et avancer. Et ça vaut la peine de l'évoquer dans les travaux de neuroscientifiques. Un de mes thésards avait travaillé sur les questions de l'addictologie et notamment des cravings. Des gens qui sont en sevrage d'alcool ont des envies répressibles de consommation d'alcool. Et en fait, une des stratégies est de dire que le cerveau, en général, a 1 minute 30 à penser à fond sur l'envie d'alcool. Okay. Si tu arrives à trouver quelque chose qui va permettre de le dépasser, et donc l'activité physique pouvait être une opportunité. Ok, j'ai envie d'alcool, je vais faire un footing, je démarre un footing, et tu as une chance qu'à la fin, ton cerveau n'ait plus envie d'alcool. Et je pense que c'est des moments-là clés sur lesquels tu peux finalement arriver à t'en sortir. Et ouais, on prend note de tout ça. 2 autres questions. Si on veut te joindre, comment on peut le faire?
Sur LinkedIn Alors sur LinkedIn, c'est effectivement un système que j'utilise. Le seul problème aujourd'hui, c'est que la boîte mail, la boîte mail, c'est un vrai sujet. Et donc, j'étais pas préparé à ce qui est en train de se passer pour la NPIs. Et effectivement, on doit penser à quelque chose de plus organisé. Et donc, quand je disais que c'est un travail collectif, on est en train de s'organiser pour qu'effectivement, il y ait aussi des équipes. Donc, moi, je suis très intéressé à ce que des personnes qui veuillent me voir viennent à la NPIs et qu'on s'organise, parce que je n'ai pas la réponse à tout, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à tout. Et je voudrais que justement, ce soit un effort collectif et qu'on s'organise, parce que plein de questions vont se poser. Des questions en amont sur la recherche et des questions en aval, comme tu l'as évoqué. Et donc, j'aimerais que des entrepreneurs viennent avec nous pour dire quel est ce marché des INM, comment on peut le structurer, et sur la réglementation, comment on peut le structurer. Il y a plein de questions qui se posent, et donc c'est plutôt un brainstorming, et je pense que, je suis convaincu que je n'ai pas la réponse à tout, mais que c'est véritablement aujourd'hui un enjeu collectif. Donc on fait un congrès international tous les ans au mois d'octobre à Paris. C'est du 16 au 18 octobre 2024 à la cité universitaire internationale de Paris. Donc je vous invite à y participer. Mais effectivement, il va y avoir plein de sessions de cette nature-là, avec des ateliers de travail. Voilà. Et donc ne venez pas me voir pour dire moi j'aimerais évaluer mon intervention non médicamenteuse, mais au contraire d'avoir une organisation, mais aussi que des laboratoires. Moi j'ai envie que des laboratoires de recherche partout en France puissent être en capacité de dire ah oui, cette INM a l'air potentiellement intéressante, mais oui, effectivement, on peut le faire dans le laboratoire de recherche INSERM, CNRS, universitaire, mais aussi dans les structures hospitalières, en disant je peux arriver, voilà, et que on encourage à ce que cette recherche soit faite. Voilà, je ne souhaite pas être au centre de tout. Ouais. Non, mais c'est très clair, en tout cas pour les liens, donc la NPI, les sites internet, LinkedIn, etc. On mettra ça dans les notes du podcast, bien entendu. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs, Grégory ? Oui, que pour plein de raisons, il y a un pessimisme ambiant et sur les médias absolument atroce. Moi, j'ai envie de dire qu'on n'a jamais vécu dans un monde aussi sûr. On n'a jamais vécu aussi vieux en tant qu'être humain. On n'a jamais vécu avec autant finalement d'espoir, et que au lieu de se recroqueviller, de s'enfermer et de penser que justement il y a un pessimisme qui doit nous emporter. Je pense à Michel Onfray en particulier, qui est vraiment dans une volonté décliniste. Il est temps que des intellectuels en France et ailleurs nous montrent à quel point effectivement il y a de l'espoir, qu'au contraire on est là pour améliorer les choses, et que effectivement j'ai envie de transmettre ça en disant véritablement arrêtons de nous plaindre, arrêtons et voyageons en Amazonie ou ailleurs, allons voir à quel point la France est un beau pays, et qu'il est temps de montrer à quel point on peut innover, et qu'on peut montrer, à mon avis, demain, que la France, en termes de prévention, est peut-être le bon élève des interventions non médicamenteuses, comme elle a pu le montrer dans les années 1950, pardon, mais sur lequel on était le plus beau modèle de système de santé hospitalier du monde, et véritablement on a été copié dans tous les sens. Il est temps qu'on soit nous aussi des structures d'innovation, par des startups, par des gens qui inventent effectivement des systèmes de prévention efficaces, et sur lequel effectivement la France le montre à l'Europe, peut-être plus largement. Bon merci infiniment Grégory pour notre échange. C'était riche, je pense qu'on a démystifié un petit peu plus le terme INM, intervention non médicamenteuse, médecine complémentaire, médecine douce, bref, on est allé mettre un petit point supplémentaire là-dessus sur les interventions non médicamenteuses. Merci pour tout, et puis on pourra te rejoindre bien sûr sur les différents réseaux. Rejoignez la NPIs, peu importe qui vous êtes, si vous êtes une entreprise, une start-up, un syndicat, une association, ou en tout cas vous êtes dans le domaine de la santé et du bien-être, un professionnel, faut y aller. Et puis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité aussi exceptionnel que Grégory. Et puis très belle semaine, très belle soirée, très belle journée, peu importe où vous êtes, quand vous êtes, et à très bientôt. Ciao.